utile. Il tire son nom du crabe, parce qu'Hippocrate avait trouvé des similitudes entre l'animal et l'aspect des tumeurs, le cancer et la lutte contre le cancer. Eh bien, on en parle avec le directeur général du centre, Oscar Lambré. Bonsoir, professeur Éric Lartigot. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci d'être dans ce studio. Le centre régional affiche, selon les chiffres de 11 places, mais plus 10, plus 20% de patients pour 2023, 10% de patients suivis pour cancer en plus. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est une bonne nouvelle. Bien sûr, nous souhaiterions ne pas avoir autant de patients à prendre en charge, mais cela traduit en 2023 le retour des patients vers le soin, vers les options de dépistage qui sont offertes, vers les diagnostics précoces et vers le soin. Nous avions eu entre 2020 et 2022 une certaine, retrait des patients par rapport à ces enjeux de santé publique. Période Covid oblige. 2023 est une année où, a priori, nos concitoyens se réintéressent à leur santé. C'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui fait qu'ils se réintéressent et ils décident de prendre en main leur santé ? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations et de communication. Nous étions très inquiets de l'arrêt de certaines campagnes de dépistage pour des raisons assez évidemment compréhensibles. Donc nous avons beaucoup insisté, beaucoup communiqué pour redonner confiance aux patients. Nous sommes là, nos établissements fonctionnent, sont ouverts, nos professionnels sont mobilisés. Ayez confiance et retournez vers le soin. Combien de professionnels au centre Oscar Lambré ? Alors 1100 salariés, tous métiers confondus, beaucoup de métiers de soins bien évidemment, médecins, infirmières, tout le monde paramédical, mais une entreprise, une grosse PME de 1100 salariés. Vous avez accueilli l'an dernier, si mes chiffres sont bons, plus de 25 000 patients. Oui. Combien s'en sortent ? Combien vont s'en sortir ? Aujourd'hui, la moitié des patients adultes que nous prenons en charge sont guéris de leur cancer. Guéris, cela veut dire qu'ils vont aller bien, ils vont avoir d'autres causes de mortalité. Les chiffres sont plus élevés chez les enfants. Encore une fois, le cancer est une maladie dont le pronostic, dont la guérison dépend vraiment du stade diagnostique. C'est pour ça que nous insistons beaucoup, bien sûr sur la prévention, parfois complexe, mais sur le dépistage, le diagnostic précoce, qui est un élément essentiel du pronostic de nos patients. Vous parlez du dépistage. Il y a une grande campagne de prévention nationale, par exemple, sur le dépistage du cancer du sein. Oui. 1 million de femmes concernées par cette prise en charge gratuite du dépistage sont sous les radars et ne participent pas à cette campagne. Pourquoi ? 60% des femmes ne participent pas au dépistage organisé du cancer du sein. Un petit effet peut-être un peu autruche, ne pas savoir. Certainement une crainte de se voir diagnostiquer, dépister quelque chose. Et ce sur quoi nous travaillons, c'est ce renversement de crainte. Parce que quelque chose est dépisté à la mammographie, le plus souvent c'est une situation précoce, qui n'est pas toujours, fort heureusement, qui est même rarement un cancer, mais ce diagnostic, à ce moment-là, par un acte radiologique, permet une prise en charge optimale et la guérison. Crainte de douleur, peur du diagnostic, absence de symptômes, ce sont aussi trois des éléments. Quand on parle de crainte de douleur, est-ce que le corps médical ne doit pas se remettre en question ? Alors c'est vrai que la mammographie est un acte que, en tant qu'homme, je peux difficilement qualifier, bien sûr, mais de par l'expérience que j'en ai, c'est un acte qui est désagréable. Il y a une compression du sein. Nos équipements modernes limitent au maximum cette compression. Certaines femmes ont des seins plus sensibles que d'autres, donc c'est un moment qui peut être pénible, douloureux. Nous essayons de limiter au maximum. Crainte du diagnostic, bien sûr, c'est ce sur quoi nous luttons. Absence de symptômes, c'est vrai, le cancer du sein est malheureusement, ou heureusement, mais malheureusement en l'occurrence pour un diagnostic précoce, une maladie qui donne très peu de symptômes, en tout cas pas de douleur. Professeur Lartigot, si vous êtes là, c'est pour parler de 2023, de 2024 aussi, oui. Et puis des projets. Il y a un an, tout juste, à quelques jours près, vous aviez inauguré le 4e étage, la nouvelle unité pédiatrique. 7 ans de travaux de réflexion, plus de 4 millions d'investissements. Pourquoi est-ce que la lutte contre le cancer se gagne plus facilement dans des locaux plus adaptés ? Oui. Accueillir des enfants, accueillir leurs familles, accueillir leurs fratries, c'est bien sûr beaucoup plus agréable pour eux, pour les équipes. C'est un enjeu de mobilisation, de dynamisme, d'image. On parlait de crainte, on parlait d'inquiétude. Quand vous arrivez dans des lieux qui sont prévus pour vous accueillir, organisés pour cela, lumineux, agréables, bien sûr ça ne fait pas tout,
mais ça participe grandement. Est-ce que le fait de vouloir transformer ces lieux en sorte de, finalement, de non-hôpital, puisque c'est un peu l'enjeu, c'est de faire en sorte que les enfants ne se sentent pas dans un centre de soins, est-ce que ça peut ne pas être dangereux finalement pour cette prise de conscience? Non, parce que malheureusement, les enfants et leurs parents savent pourquoi ils sont là, mais avoir une salle de sport, avoir une salle de classe, avoir une salle de relaxation, avoir des locaux où les parents peuvent se retrouver, parler entre eux autour d'un café, c'est essentiel. Vous aviez voulu aussi mélanger les âges. Est-ce que ça prend? Est-ce que des enfants de 10 ans et des ados de 16 ans peuvent cohabiter? Alors, mélanger pas tout à fait, puisque nous avons prévu 2 ailes d'hospitalisation, une plutôt pédiatrique et l'autre plutôt orientée sur ce qu'on appelle les AJA, les adolescents jeunes adultes. On a essayé de garder cette dissociation parce que bien évidemment les besoins ne sont pas les mêmes, mais on voit avec plaisir qu'il y a beaucoup de regroupements des plus jeunes avec les plus anciens autour du baby-foot ou dans la salle de sport. Mais est-ce qu'on a des éléments tangibles, scientifiques, pour affirmer qu'un cadre plus agréable joue, par exemple, sur la tolérance, peut-être des traitements? On a des preuves scientifiques pour montrer que l'accompagnement psychologique, l'accompagnement physique, l'accompagnement environnemental aide à la guérison, oui. Dans votre premier mandat, vous aviez fixé, puisque c'est votre deuxième mandat depuis 2021 à la tête d'Oscar Lambré, vous aviez fixé comme objectif de mettre le patient au cœur, c'est ce que vous aimiez à répéter, de bouleverser le cadre pour que la personne suivie soit réellement au centre. Est-ce que vous diriez ce soir que c'est mission accomplie? Certainement pas accomplie au sens où rien n'est totalement définitivement résolu, mais nous avons grandement avancé avec un groupe patient très dynamique, avec de plus en plus la reconnaissance de la place du patient dans nos organisations, ce qui n'est pas simple. Acter que le patient va nous aider pour des enjeux de soins, des enjeux de locaux, des enjeux de structure même de notre prise en charge. C'est un message qu'il faut faire passer aux équipes, mais elles sont prêtes à cela. Il faut trouver les patients qui également le désirent. C'est pas toujours évident pour un patient de revenir dans les lieux de prise en charge et de nous accompagner. On y arrive de mieux en mieux et c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et ça améliore beaucoup nos pratiques au quotidien et notre façon de voir la prise en charge. Et est-ce que vous avez un retour des patients justement sur cette... et qu'est-ce qu'ils vous disent? Les patients sont très intéressés à participer, très désireux de le faire. Et nous les invitons à le faire. Nous travaillons actuellement sur une prise en charge regroupée sur une journée pour ne pas imposer aux patients des venues successives et être capable de mettre autour d'un patient sur une journée un maximum de professionnels pour répondre aux attentes des patients. C'était aussi une demande des patients et c'est très 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 bien perçu. Parmi vos faits d'armes l'an dernier au centre Oscar Lambré, cette avancée dans la prise en charge de patients atteints d'un cancer de la prostate au stade avancé qui ne répondait plus suffisamment aux traitements existants. Est-ce que ça veut dire qu'il reste encore de la place pour la recherche aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr, il reste de la... Quelle place vous lui accordez? Quelle place vous lui donnez? Dans un établissement comme le mien, c'est une place essentielle. La recherche, par exemple la recherche clinique, ce sont tous les ans plus de 170 protocoles de recherche clinique ouverts au bénéfice de nos patients. Nous avons des situations médicales pour lesquelles nous n'avons pas encore de référentiel absolu. Nous avons des situations médicales pour lesquelles de nouveaux médicaments doivent être testés, utilisés. Ceci rentre dans un cadre très précis, très réglementé, au bénéfice de nos patients. La recherche, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la prise en charge du cancer. Alors en 2023, il y a aussi eu une première mondiale, mais c'était pas chez vous à Lille, ça s'est passé traitement du cancer de la moelle osseuse, un test en tout cas, au CHU de Lille. Pourquoi ça se passe ailleurs que chez vous? Parce que nous sommes en totale complémentarité. Aucun établissement de cette grande et belle région des Hauts-de-France ne peut tout faire. Donc nous travaillons en étroite complémentarité. Par exemple, les pathologies hématologiques, le lymphome sont intégralement prises en charge au CHU. Nous ne prenons en charge que des tumeurs solides. Donc cette répartition permet également l'excellence, la complémentarité, et de permettre à un patient, quelle que soit sa porte d'entrée, de trouver à un moment de son parcours de soins le bon établissement avec les bons professionnels pour la bonne prise en charge. Quelles sont les grandes priorités pour 2024? Notre projet d'établissement, innovation et excellence au service de la région. Donc être capable, comme je viens de le dire, de projeter notre savoir-faire, nos compétences vers des établissements au plus près du patient, au plus proche du domicile, trouver cet équilibre entre le soin de proximité qui est revendiqué par nos concitoyens, on le comprend, mais qui n'est pas toujours possible. Parfois, le recours, l'excellence ne peut pas être à la porte de chacun. Donc, trouver dans ces parcours le moment où un patient doit venir nous voir, parce que nous sommes les seuls, avec certains autres, à offrir certains soins, et trouver le moment où ces patients peuvent être pris en charge du mieux possible, au plus près de chez eux. C'est vraiment un enjeu clé
pour les années à venir, notamment sur des populations de plus en plus âgées. Mais est-ce qu'à force de vouloir innover, moderniser, vous n'allez pas contraindre les petites structures qui existent aussi sur le territoire des Hauts-de-France, par exemple, à fermer leurs portes avec les conséquences qu'on peut imaginer de kilomètres et de kilomètres supplémentaires pour les patients? C'est ce que nous cherchons à éviter. C'est ce que nous cherchons à éviter, encore une fois, cet équilibre entre un soin de proximité, qui est souvent réalisable, et un soin qu'on va appeler de recours, qui ne peut être fait que dans des structures qui, pour des raisons d'organisation, de taille, ou même des raisons réglementaires, on évoquait les nouvelles molécules que nous testons, réglementairement, elles ne peuvent être utilisées que dans certains environnements qui ne sont pas évidemment possibles partout. Le dernier baromètre cancer de l'INC révèle des idées reçues sur le cancer qui persistent. C'est le cas de l'affirmation selon laquelle le cancer est héréditaire. Bon nombre des personnes interrogées pensent que le cancer est héréditaire. On notera que une bonne proportion des personnes qui approuvent sont des personnes qui ont un diplôme inférieur au bac. Mais comment c'est possible aujourd'hui, en 2024 ? Il reste, aussi curieux que cela puisse paraître, toujours difficile de parler du cancer. De parler sereinement, de parler en prenant le temps. Nous manquons tous de temps, nous sommes dans une société qui va de plus en plus vite, où le buzz est beaucoup plus considéré que l'information de fond. La lutte contre les cancers, c'est une information de fond, c'est une information complexe qui prend du temps. Merci de me le donner ce soir. Donc oui, nous avons encore à lutter, nous avons encore à faire savoir que le cancer peut être héréditaire, mais c'est rarement le cas, qu'il est souvent lié au mode de vie, souvent lié à notre environnement, souvent lié à notre quotidien, et que des choses simples, manger du mieux possible, faire un exercice physique raisonnable, adapté à son âge et à ses besoins, sont des choses au moins aussi essentielles que les enjeux de dépistage. Ce que vous dites là, c'est que la première des préventions du cancer, c'est éviter le surpoids et puis avoir une activité physique. Ce sont des choses basiques. Aujourd'hui, l'activité physique est reconnue comme un facteur de prévention primaire du cancer, secondaire et tertiaire, c'est-à-dire tout au long de la vie, l'activité physique, pas le sport intensif. On est dans une année olympique, donc on va préconiser le sport, mais soyons raisonnables. L'activité physique, ne pas prendre l'ascenseur et monter les escaliers, c'est essentiel. Alors, un petit rappel, les principaux soins du cancer sont apparus il y a un siècle, partout en Europe, autour de la chirurgie et de la radiothérapie. Après 1945, le cancer est même devenu une maladie de société. Ainsi sont nés les centres de lutte contre le cancer, comme Oscar Lambré, par ordonnance du général de Gaulle. Alors, Oscar Lambré, c'était une dizaine d'années plus tard. L'ordonnance, c'était en 1945. L'ordonnance est d'octobre 1945. Le centre a réellement existé en 1955, mais les premières consultations d'Oscar Lambré, c'est 1927. C'est ça. Des dizaines d'années plus tard, le cancer est encore aujourd'hui à ce point un vrai sujet de société. Est-ce que c'est pas un terrible échec politique ? Non, ça n'est pas un terrible échec. En tout cas, ça n'est pas un échec médical parce que nous guérissons de mieux en mieux, nous soignons de mieux en mieux. Ça n'est pas un échec politique parce que nous avons eu des plans cancer qui, depuis un certain nombre d'années maintenant, le début des années 2000, ont permis de mieux structurer à l'échelle nationale la prise en charge des cancers. Il reste des sujets de très haute actualité, d'actualité brûlante, les sujets environnementaux notamment, l'exposition à des facteurs de risque reste un sujet clé. Ah oui, alors c'est clair, par exemple, la récente crise agricole a fait en sorte que des interdictions de pesticides, par exemple, le gouvernement est revenu dessus. On a aussi notre ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a vanté les mérites de Coca-Cola comme sponsor officiel des Jeux Olympiques 2024, quand on connaît les dégâts de Coca-Cola. Est-ce que ces politiques court-termistes sont néfastes pour le travail que vous faites ? Elles nous impactent, mais l'essentiel pour nous, c'est de garder le but, qui est de mieux soigner, quels que soient les aléas politiques, quelles que soient les évolutions de notre environnement. Un établissement comme le Centre Oscar Lambré sait où il va. C'est du moyen, c'est du long terme, c'est tout l'enjeu de notre restructuration en cours. Nous savons que nous sommes là et que nous serons là pour encore un bon moment. Et nous allons essayer dans ce monde troublé, d'effectivement de continuer à prôner, à porter les bonnes valeurs qui sont celles d'une vie la plus saine possible. Mais pardon d'insister, mais si je vous écoute bien, si je vous comprends bien, le cancer est amené à toujours être mieux soigné, toujours être mieux pris en charge, et là vous avez des éléments tangibles pour nous dire que ça va dans le bon sens, ça avance, mais il résulte tout de même des choix des individus, des choix des sociétés, il n'est donc pas prêt de disparaître. Est-ce que c'est pas un peu désespérant alors d'être celui qui écope finalement, qui ne cesse d'écoper le bateau qui prend l'eau? Je fais partie d'une génération qui a vécu les grands bouleversements environnementaux. L'arrivée des plastiques, je vais avoir bientôt 65 ans, l'arrivée des plastiques, la disparition d'un certain nombre de choses.
Je me souviens, jeune homme ou jeune garçon, petit garçon, quand j'allais en vacances chez mes grands-mères, il y avait très peu de choses dans la poubelle. Aujourd'hui, nous avons des énormes bacs qui, au quotidien, sont remplis de déchets qui n'existaient pas il y a encore quelques décennies. Le monde s'est transformé, l'exposome, c'est-à-dire le fait que nous soyons exposés à des facteurs environnementaux toxiques, est aujourd'hui compris. C'est une réalité. On en voit la difficulté de traitement politique sur le long terme, mais je pense que la prise de conscience est là. Et même s'il y a, on l'a vu très récemment, ces dernières heures, des allers-retours pour des raisons que l'on comprend, le long terme, je pense, nous donnera raison. Nous savons ce que nous devons faire pour protéger nos futurs, c'est-à-dire nos enfants. Puisque vous parlez de vous un peu, vous avez dit votre âge, votre mandat a été renouvelé pour 5 ans par le ministre du Travail en 2021. De la Santé. De la santé, j'ai dit le travail de la santé, effectivement. Donc votre mandat arrivera à échéance dans 2 ans, que vous renouvellerez ou pas. Vous avez écrit plusieurs livres, des centaines d'articles qui font référence. Vous vous souvenez d'un classement qui est sorti il y a tout juste 10 ans dans Capital ? Ça me dit quelque chose, voilà, mais... Le classement des meilleurs médecins de France dans la spécialité radiothérapie. Alors, vous n'étiez pas le premier, vous étiez le deuxième de ce classement. Est-ce que ça vous manque pas, tout de même, d'être le second? Non, c'était pas prévu dans le cadre de notre interview. D'être au contact des patients. Que vous me rappeliez ce sujet. Non, mais l'excellence, pour moi, ce n'est pas une excellence personnelle, c'est une excellence collective, c'est au service d'eux. Oui, bien sûr, quand on a fait ce qui était mon cas de la médecine et surtout de la cancérologie toute sa vie, puisque j'ai commencé à en faire il y a exactement 40 ans, voilà, comme jeune interne, ne plus être un soignant manque. Mais j'essaye de mettre voilà, ce qui était mon expertise médicale au service quand même des patients, à travers ma structure, à travers mon hôpital, à travers les équipes qui y travaillent. Donc c'est un changement, c'est une orientation professionnelle différente, mais peut-être qu'un jour je redeviendrai un soignant. Peut-être. Il nous reste moins d'1 minute, professeur Lartigot, pour conclure. S'il y avait un message essentiel, on l'a dit, on l'a égrené, mais pas peut-être suffisamment. Vous avez dit, ce sont des activités simples, des décisions personnelles simples qui peuvent éviter et faire prendre en charge. Quelles sont-elles? Occupez-vous de vous. Soignez non pas un quotidien qui, certes, est un petit peu complexe, mais soignez autour de vous, protégez autour de vous. Donnez des leçons simples, des informations simples autour de l'activité physique, autour de l'alimentation. C'est difficile de bien se nourrir, ça peut coûter cher de bien se nourrir. On en est tous conscients, mais les messages peuvent être diffusés et chacun a sa place et son rôle à jouer dans cette information collective. Merci beaucoup, professeur Éric Lartigot, d'être passé dans ce studio. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre Oscar Lambré, le centre régional de lutte contre le cancer basé en métropole lilloise.